Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6 Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour, ici Anne-Charlotte. C'est d'abord un plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un focus sur Kevin Alter, fondateur et dirigeant de l'agence d'architecture américaine Alter Studio, basée à Austin, au Texas, États-Unis. Mais aussi dans ce présent comme d'archi en français, nous nous penchons sur deux des projets résidentiels de cette agence, les résidences City Park et Highland Park. Dès mercredi, retrouvez mon interview de Kevin Alter en anglais. Kevin a fait preuve de générosité dans cet entretien. Alors, qui est Kevin ? Un citoyen américain qui est né et a grandi à New York, USA. Ses deux parents étaient avocats, donc il n'a pas grandi dans le milieu de l'architecture proprement dit. Néanmoins, l'architecture dans la ville de New York est puissante. Du travail constitutionnel de ses parents sur l'amélioration de la vie d'autrui, il a souhaité, en se dirigeant vers l'architecture, faire une synthèse, cette idée de réaliser des choses utiles qui apporteraient une contribution, et pour employer une expression bien française, apporter sa pierre à l'édifice. Il a suivi des études à l'université de Bennington College, dans le Vermont, une école très alternative, où, je cite, l'on décidait soi-même de la façon dont on poursuivait ses études. Fin de citation. À l'époque, Alvin Boyarsky dirigeait cette école. Des gens comme Graham Chen, Robin Evans et Patrick Bell ont donc été ici ses professeurs influents. Ensuite, il a poursuivi ses études à Harvard. C'est un homme nommé Raphaël Mineo qui dirigeait l'école à l'époque. Je cite Kevin. « J'ai étudié avec lui, j'ai fait ma thèse avec lui. C'était une école extraordinaire. Je pense que cela a eu une influence considérable sur les possibilités qui s'offraient à moi à la fin des années 1980, lorsque j'ai commencé mes études supérieures. J'y suis resté de 1986 à 1990. Le travail aux États-Unis me semblait moins intéressant que ce qui se passait en Europe. Et je pense que j'ai été très réceptif à l'actualité en Espagne, en France, au Portugal, en Allemagne et en Suisse. Je suis allé voir ce qui s'y passait avec un œil attentif à l'effervescence qui y régnait. Cela a vraiment stimulé mon intérêt. Je pense que j'étais également très intéressée par l'enseignement. J'ai donc commencé à enseigner relativement jeune, peut-être 1 an ou 2 après avoir terminé mes études supérieures. J'ai d'ailleurs commencé à pratiquer en tant que professeur. J'écris et j'ai fait toutes sortes de choses de ce genre. J'ai organisé des expositions, j'ai écrit sur le travail d'autres personnes, j'ai écrit sur différentes choses. Mais en réalité, je voulais construire, et construire d'une manière qui réponde aux exigences de l'érudition, qui soit en quelque sorte meilleure que ce qui existait déjà. » Fin de citation. Kevin est diplômé des 2 institutions. Il est aussi professeur d'architecture, SIDW Richardson Centennial à l'Université du Texas à Austin, où il a occupé les fonctions de directeur académique des programmes d'architecture et de doyen associés à des programmes d'études supérieures de 2001 à 2014. Dans ce processus d'autostimulation, Kevin développe son agence parallèlement, construisant beaucoup de maisons individuelles, et même s'il produit aussi un travail institutionnel et du logement multifamilial, ce qu'il adore faire de la même manière finalement. Je cite Kevin. « Toutes ces choses sur lesquelles je travaille, sur lesquelles je transpire au bureau, sur lesquelles nous passons beaucoup de temps à réfléchir
à essayer différentes alternatives ont vraiment de l'importance. C'est très satisfaisant de travailler avec mes clients et mes partenaires, mes associés, les personnes avec lesquelles je travaille, mes collègues au bureau, pour trouver des moyens de rendre les bâtiments aussi vertueux que possible. Et les gens semblent vraiment l'apprécier lorsqu'ils reconnaissent l'effort et la réussite. Si j'avais mieux réfléchi au type de pratique que j'allais adopter, je pense que j'aurais probablement fait plus d'efforts pour réaliser d'autres programmes. Ceci étant dit, nous venons de créer une école Montessori, un beau projet. Elle n'aura certainement pas le même budget par mètre carré ou par pied carré que les villas. Mais c'est quelque chose qui aura un impact considérable, je pense, sur les gens, les étudiants et les professeurs qui y enseignent, le personnel aussi bien sûr. Je suis donc très enthousiaste à l'idée de réaliser ce type de programme. Je fais ce travail depuis de nombreuses années maintenant. Et je ressens toujours comme une sorte de grand privilège. Chaque fois que, vous savez, nous avons tracé des lignes et que quelqu'un les coule dans le béton ou les construit avec de l'acier et du bois. D'autre part, c'est un grand privilège d'être professeur et d'enseigner à des étudiants qui veulent vraiment apprendre. J'ai l'impression que le fait de toucher aux deux mondes fait de moi un meilleur enseignant et un meilleur praticien. Fin de citation. Kevin évoque maintenant l'agence. Je cite. « J'ai 2 associés, Ernesto Cragnolino et Tim Whitehill, qui sont extraordinaires. Ernesto était l'un de mes étudiants lorsque j'ai commencé, mais il est bien meilleur architecte que je ne le serai jamais. Et Tim est lui aussi un architecte extraordinaire, bien meilleur que moi. Ils ont travaillé pour moi pendant un certain temps et sont maintenant des partenaires sur un même pied d'égalité. Et donc vraiment, le cabinet est un collectif, en dépit du nom originel datant de sa création en 2003. Et nous sommes environ 12 ou 13 dans le bureau. Beaucoup de gens sont avec moi depuis de très nombreuses années. Quelqu'un que je souhaiterais d'ailleurs citer, il travaille depuis le début, en plus de Tim et Ernesto. Il s'agit de Matt. Il est là depuis 20 ans. Ce sont des gens extraordinaires. Fin de citation. Alter Studio Architecture s'appuie sur des valeurs profondément ancrées. Création d'espaces généreux, utilisation judicieuse de la lumière naturelle et souci minutieux du détail. L'amélioration de l'expérience humaine directe et la mise en valeur de situations complexes sont au cœur de chaque projet. Tout leur travail repose sur la conviction que l'architecture doit enrichir l'expérience quotidienne tout en sensibilisant à un monde plus vaste et en constante évolution. Le cabinet est ainsi spécialisé dans la conception de bâtiments, de paysages et d'intérieurs précis et créatifs qui répondent avec une sensibilité aux nuances du lieu. Il porte une conception écologiquement responsable qui reconnaît l'impact des ressources limitées comme un facteur positif dans la création d'une architecture éthique. Elle guide leurs choix et leurs recommandations lors de l'élaboration des stratégies de développement des projets, de la programmation, de la sélection des produits, de la définition des détails et des spécifications des matériaux. Leur approche de la conception durable va au-delà des éléments logistiques et mécaniques pour créer une architecture qui inspire ses utilisateurs et s'harmonise avec son contexte culturel et bien sûr environnemental. Les associés Kevin Alter, Ernesto Cragnolino et Tim Whitehill travaillent ensemble depuis plus de 25 ans, si l'on compte au-delà des années d'agence. Ils s'impliquent tous trois de manière significative dans chaque projet. La taille de cabinet est volontairement limitée afin de travailler sur les projets de manière efficace et efficiente, en restant suffisamment petit pour permettre aux associés de superviser correctement tous les aspects de la production. Chaque membre apporte une voix unique et réfléchie qui enrichit le dialogue au sein de l'équipe et garantit la libre circulation des idées et des points de vue critiques. Alter Studio Architecture a reçu plus de 200 prix et a fait l'objet de nombreuses publications, notamment Alter Studio Architecture 6 Houses de l'Université de Miami à Oxford, dans l'Ohio,
ainsi que le récent ouvrage de la série Masterpiece Series des éditions Oscar Riera Ojeda, Highland Park Alter Studio. Abordons justement et maintenant la Highland Park Résidence. Sur un terrain initialement dépourvu de caractéristiques naturelles significatives ou d'arbres matures et étroitement flanqué de maisons voisines, le design crée un environnement intérieur extraordinaire, un paysage réinventé qui dissimule le garage et invite à découvrir le site de manière inattendue et inventive. Une barre de pierre continue flotte de manière précaire sur la ligne de construction, se courbe pour définir une cour privée et s'avance de manière spectaculaire en porte-à-faux de 10 mètres à l'entrée. Une structure séparée, en forme de galerie, soutient cet espace isolé, offrant une toile de fond soigneusement calibrée pour dérouler une collection d'œuvres d'art importantes. Dès le départ, une série de poses spatiales est créée. Ces poses sont subtilement bouleversées au fur et à mesure que les visiteurs déambulent sur le site. À l'intérieur, on est alternativement attiré, horizontalement vers le paysage et plus loin dans la maison. Le salon est creusé dans la barre de pierre au-dessus, créant un espace d'une verticalité surprenante. Des panneaux de verre incurvés et de grandes portes coulissantes estompent encore davantage la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, encourageant une exploration continue à travers le bâtiment et dans le paysage. Kevin parle de ce projet à l'occasion de son parcours et en ces mots, je cite, « Écoutez bien. J'ai emménagé à Austin il y a presque 34 ans et je suis toujours étonné par le contexte. C'est une région spéciale du Texas. C'est très vert. Il y a ces arbres incroyables que l'on appelle littéralement des chênes vivants. Ils sont à feuilles caduques, c'est-à-dire que les feuilles tombent, mais elles reviennent tout de suite. Ils ressemblent donc à des arbres à feuilles persistantes. Ils ont des feuilles toute l'année. Et ils ont souvent plusieurs centaines d'années. J'en regarde un à ma fenêtre en ce moment. Et les branches, parce qu'il ne neige pas vraiment ici, s'étendent horizontalement sur, je ne sais pas, 15 mètres? Qu'est-ce que ça fait? 13 mètres ou quelque chose comme ça. Elles sont énormes. Elles sont toutes tordues et tournées. Je ne peux donc rien faire d'aussi beau, mais je peux construire un bâtiment qui l'encadre. Et la façon dont la lumière traverse et projette les ombres rendra la maison fantastique. C'est pourquoi nous essayons vraiment de construire des bâtiments qui tiennent compte à la fois des circonstances physiques et des circonstances culturelles. La maison de Highland Park n'était pas très intéressante en soi. Il n'y avait pas d'arbres sur le terrain. Elle se trouve dans un beau quartier, mais elle n'offre pas une vue imprenable ou quelle que soit d'autre. Mais les propriétaires ont une formidable collection d'œuvres d'art, et ce sont des gens vraiment intéressants. La maison est donc une sorte de cadre pour leur mode de vie. C'est ainsi que je conçois le modernisme. Je pense que l'Occident, en particulier l'Amérique, a souvent mal compris le modernisme, en le considérant comme une question de simplicité ou de minimalisme, comme une question de ligne épurée. Pour moi, il s'agit plutôt d'un cadre. Cela me fait penser à mon dessin d'architecture préféré. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il se trouve au Musée d'Art moderne de New York, et il est de Mies van der Rohe. Il s'agit d'une maison non construite dans le Wyoming, je crois. Il s'agit d'une photographie d'un paysage de montagne des plus incroyables. Il n'y a que quelques lignes pour le sol et le toit, une colonne, ici ou là, et peut-être un volume de fenêtres. Mais vous comprenez vraiment que Mies essayait de créer un bâtiment qui n'était pas, comme celui de Frank Gehry, quelque chose à regarder, mais quelque chose qui encadrerait un environnement d'une manière qui le rendrait le plus fascinant possible. Et je pense que c'est aussi ce que nous essayons de faire. Fin de citation. Et Kevin enchaîne sur cet autre projet, la résidence City Park à Austin. Je cite, « Le cadre est splendide. La maison offre une vue incroyable sur la ville, mais aussi sur la rivière. Elle est située sur une colline, ce qui lui confère un paysage très intime.
Nous travaillons sur ce projet avec un très bon architecte paysagiste, David Hawker. Il y a donc toujours un contraste entre des vues intimes et intenses et des vues très longues et magnifiques de la ville. Le bâtiment tire donc son intérêt de la manière dont il intègre toutes ces circonstances, contrairement à celui de Highland Park qui lui intègre les circonstances immédiates, la manière dont vous vivez dans le bâtiment et l'art. Fin de citation. L'agence décrit ce projet de City Park ainsi. Niché le long d'une colline verdoyante surplombant le centre-ville d'Austin, la résidence City Park, conçue par Alter Studio Architecture, s'intègre délicatement dans la beauté sauvage de son environnement. Dans un panorama spectaculaire, les collines ondulantes de l'ouest d'Austin encadrent la silhouette urbaine avec l'emblématique pont Pennybaker en arrière-plan. Suspendu dans une tension dynamique entre ces vues extravagantes et l'intimité d'une cour privée, l'attrait constant du spectaculaire est contrebalancé par des éléments terre-à-terre qui offrent des moments de pause et de détente. L'entrée principale est caractéristique des techniques de cadrage cinématographique utilisées tout au long du projet. Les visiteurs ont d'abord un aperçu des vues qui les attendent, puis s'approchent par un pont qui longe des chênes matures et enjambe gracieusement un relief réimaginé qui répare avec élégance les cicatrices laissées par la démolition de l'ancienne construction des années auparavant. Une fois à l'intérieur, le niveau supérieur se déploie en forme de U, avec une aile de service qui se prolonge par une salle à manger et un salon public où les baies vitrées invitent l'extérieur à l'intérieur, pour aboutir à un balcon qui révèle pleinement la vue extraordinaire. Un jardin en pente descend vers une terrasse couverte et aérée avec une piscine, une pelouse et une vue encore plus dégagée. Le bois profilé et la pierre locale complètent la structure des baies vitrées en acajou à l'extérieur. À l'intérieur, le bois et l'acier, habilement travaillés, forment des menuiseries fonctionnelles et des détails sculpturaux qui minimisent, entre guillemets, le bruit visuel quotidien pour recentrer l'attention sur le cadre naturel spectaculaire. La City Park Résidence illustre une approche holistique de la durabilité axée sur des stratégies énergétiques hybrides qui tirent parti des caractéristiques naturelles du site et sur des éléments de conception biophilique qui favorisent le bien-être des occupants. Les vents dominants sont canalisés à travers un passage couvert au niveau inférieur et remontent par des ouvertures distinctives dans le toit au-dessus des balcons du niveau supérieur. Les grandes surfaces vitrées maximisent la lumière du jour, tandis que les avant-toits profonds, les casquettes et les pare-soleils minimisent les gains de chaleur indésirables. Des contrôles environnementaux actifs complètent les mesures passives, notamment un système CVC-VRF avec filtration et des luminaires à haute efficacité énergétique. Cette maison à énergie positive utilise également un grand parc photovoltaïque, un système de chauffage de l'eau hybride et une enveloppe de bâtiments à conception avancée avec une isolation extérieure continue qui dépasse largement les normes de base en matière d'énergie et de qualité de l'air. La maison a été également conçue dans une optique d'utilisation pérenne, comme un héritage à transmettre au sein de la famille, mais qui peut évoluer en fonction des besoins changeants de ses occupants. Les clients étant un couple de retraités, tous les espaces de vie principaux sont disposés avec le garage au rez-de-chaussée afin de faciliter le vieillissement sur place. Les bureaux sont également conçus pour être transformés en chambres, tandis que l'accès aux salles de bain peut être reconfiguré pour répondre aux besoins des enfants et petits-enfants. De plus, une pièce sécurisée offre un abri en cas de tornade ou d'autres urgences météorologiques. Ces caractéristiques de conception et ces stratégies de contrôle environnemental
contribuent non seulement au confort physique quotidien actuel des occupants, mais continueront à le faire au fil du temps, tout en renforçant la résilience face aux défis environnementaux locaux croissants tels que le gel, la chaleur extrême et l'instabilité du réseau électrique. Chers auditeurs, je souhaite que ce dernier épisode de la saison 6 à ancrage anglophone et plus précisément texan vous aura plu. D'ailleurs, il s'agit d'un architecte qui adore venir manger des pains au chocolat à Paris. Il en revient tout juste. Sinon, écoutez, rendez-vous dès la semaine prochaine avec nos chroniques de l'été où nous reprenons la thématique des châteaux pour vous accompagner avec du rêve, des paysages, de l'ancrage territorial, de l'évasion, tout l'été. Nous en avons tellement besoin, avant d'affronter de nouveau une réalité qui s'annonce cruelle, sans être sur un mode à sensation médiatique, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer. En attendant la rentrée, surtout, évadez-vous avec nous. À la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.